Alors bonsoir, je suis docteur Michael Sikorav. Ma femme ne m'accompagne pas parce que j'ai oublié d'enregistrer, d'appuyer sur le bouton enregistrer vers la fin de la vidéo et elle a un TDAH trop prononcé pour reprendre du début, ça la fait souffrir, ça la fait physiquement souffrir. Donc elle le fera sans nous. Euh, il y a une histoire d'espoir qui, à mon avis, est superbe, ok? Et donc c'est l'histoire de Marsha Linehan. C'est une femme qui a créé la thérapie comportementale et dialectique et qui euh, excellait quand elle était mise en difficulté. Donc, elle cherchait le contraste, l'opposition, le challenge. Et à mon avis, mais là je ne suis pas historien, on est d'accord, je n'ai pas de psychologie sociale, surtout pas, l'histoire a été marquée de personnes qui avaient la capacité de faire ça. Ça a été mis en avant par le Carlat, donc ça c'est un podcast, ils font aussi un journal de psychiatrie qui coûte honnêtement pas très très cher. Je pense que tous les Français, psychiatres français devraient être abonnés. Ça a été créé par Daniel Carlat à la base, qui est un médecin qui bossait pour l'industrie pharmaceutique. Et puis il est arrivé là-dedans, il a rapidement dit putain mais qu'est-ce que c'est le bordel? Et il s'est cassé parce qu'il trouvait que c'était corrompu. Je sais pas si c'est corrompu dans le sens où il y a que des gens malveillants là-dedans. Clairement, il y en a, mais il est aussi juste complètement défaillant, c'est-à-dire que les trucs qui marchent pas et pour lesquels les patients ne bénéficient de rien sont encouragés et les trucs utiles pour les patients sont effacés petit à petit. Donc la recherche en psychiatrie est, à mon avis, juste complètement éclatée au sol dès le début. Mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, Marshall Linehan, c'est quelqu'un qui n'avait pas d'antécédent psychiatrique particulier dans la famille, n'avait pas d'antécédent personnel particulier. Elle a été hospitalisée quand elle avait une vingtaine d'années, je crois. Et en fait, c'était un truc un peu tombé de nulle part parce que il y avait un fonctionnement avant l'épisode tout à fait normal. Donc on dit que le fonctionnement prémorbide et sans particularité, c'est par opposition aux patients atteints de schizophrénie, par exemple, qui, quand ils sont hospitalisés, ben, en fait, les parents disent bah, ça se dégrade depuis des années déjà. Il y a 3 ans, il commence à perdre des potes. Là, il va plus en cours depuis 6 mois. Euh, donc, il n'y avait pas trop de raisons. En fait, elle est hospitalisée. Et il y a un moment où ça merdouille parce qu'elle devait rester pas plus d'une semaine ou deux, un truc du genre. Et en fait, elle restera plus de 2 ans, 2 ans et un mois. Euh, et une fois qu'elle est là-bas, tu t'imagines bien un peu l'horreur que ça peut être parce que l'hospitalisation psychiatrique, c'est pas tout à fait l'hôtel, hein, contrairement à ce que pourraient nous dire certaines personnes un peu trop à droite politiquement, n'est-ce pas? Moi, j'ai vu des patients qui venaient de prison et qui disaient qu'ils voulaient repartir à l'hôpital. Ils venaient de prison, ils étaient hospitalisés en psychiatrie et ils disaient, en fait, je veux revenir à la prison, là, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, effectivement, alors, il y a des gens de très à droite qui vont dire, bon, bah, il faut qu'on massacre encore plus les prisons, mais c'est pas le but, c'est pas le discours. Et donc, euh, elle est hospitalisée et puis elle finit par passer dans le pavillon des patients compliqués. Puis il y a de l'isolement, de la contention, etc. C'est glauque à souhait. Et en fait, elle se rend compte là-bas petit à petit que les comportements dysfonctionnels sont renforcés. C'est-à-dire que si tu veux avoir de l'attention et des entretiens avec les soignants, et ben, si tu te fais du mal, c'est un truc qui marche très bien. Donc tout de suite, tu as de l'attention. Et ça fait pas des patients borderline des manipulateurs, on est d'accord. Euh, Si jamais j'ai par exemple une patiente là qui vient me voir, mais qui ne peut pas être pris en charge par des consultations où on fait de la pharmaco pendant 15 minutes, parce que par essence même, c'est pas comme ça qu'on gère des problématiques borderline, qui ne peut pas avoir d'autres psychiatres ou psychologues parce qu'elle a soit pas l'argent, soit il y a personne, soit un mélange des deux, et bien une des façons simples qu'elle a d'augmenter le niveau soin, c'est faire une tentative de suicide et de se présenter aux urgences. Et donc là, c'est comme si vous disiez que les conducteurs sont des manipulateurs parce que ils sont punis quand ils dépassent la limitation de vitesse et du coup, en fait, ils manipulent. En fait, enfin, on est vraiment fait par, notre comportement est entre autres gouverné par les conséquences de ce dernier. Et donc, si je fais des trucs et que j'ai des récompenses, ou si on m'enlève des trucs chiants, eh ben, je suis renforcé. Si je fais quelque chose où on m'enlève des trucs agréables, ou qu'on me rajoute des trucs chiants, et ben, je suis invité à ne plus le faire.
Et donc on marche tous comme ça, on est d'accord, si Clara demain, elle me donne 500 balles chaque fois que j'arrive un peu en retard, et ben je finis par arriver à 2 heures du mat. Je veux dire, c'est normal, c'est vraiment normal, ça marche avec des organismes unicellulaires, c'est la base, c'est la base de la biologie. Donc on pourrait faire un pas de côté, et là je peux le faire parce qu'elle n'est pas là en train de râler à côté, j'ai tout le temps que je veux, on pourrait faire un pas de côté et de se dire, d'où Jésus, est-ce qu'on a pensé à intégrer ça en politique? Est-ce que les politiciens, quand ils prennent des décisions de merde, sont punis ou est-ce qu'ils sont renforcés? Et une fois qu'on a compris que ce qu'on a dans le système, il manque juste les contingences comportementales, eh ben on comprend pourquoi est-ce que virtuellement tous les systèmes du pays sont à la dérive, sauf les impôts. Parce que les impôts, quand le système des impôts marche, eh ben, l'État récupère des sous tout de suite. Donc, c'est juste normal. Je veux dire, on peut pas dire, ouais, c'est pas normal, c'est inadmissible. En fait, c'est vraiment normal et attendu. Et il y a 50 ans, enfin, un type pourrait pu nous dire, oui, ben, les gars, on va en arriver là. C'est vraiment aussi simple que ça. Donc, elle s'est rendue compte de ça en tant que patiente. Euh, il faut quand même avoir la tête bien faite. Euh, et donc, elle a fini par sortir de ça au bout de 2 ans, plus de 2 ans. Et donc, elle raconte un peu comment ça s'est passé. Et quand elle était hospitalisée, à un moment, elle a pris l'engagement de faire son maximum pour sortir de là. C'est des trucs qu'on fait plus trop, moi, je trouve, de s'engager à, ou alors on le fait, il se passe plus grand-chose. Mais tu vois, ça fait pas partie des trucs que tu apprends, tu vois. Tu apprends pas à respecter un engagement. Alors que ça se bosse, hein, ça se travaille. Et donc, elle sort et elle commence à se dire, bon, ben, faut qu'on change le truc parce que le truc ne marche pas, tu vois. Le système ne marche pas, ce que j'ai reçu ne marche pas. Et donc, elle se dit, bon, ben, on va essayer d'améliorer ça. Et on commence à mettre les choses en place. Et donc là, elle a le bloc comportemental liste de la DBT, donc la thérapie comportementale et dialectique. C'est la thérapie dont je parle souvent parce qu'il n'y a que ça qui marche et le reste, c'est nul à chier. Voilà, comme ça, vous avez la version. Euh, et donc, elle a les fondations comportementalistes, ok, mais là, elle se frotte à la psychanalyse. Parce que déjà à l'époque, la psychanalyse régnait suprême. Alors, aujourd'hui en France, on les entend encore chouiner, mais les psychanalystes ont une influence massive. C'est massif, c'est pas compliqué, c'est massif. Et la plupart du temps, c'est pas de la psychanalyse à jour, c'est de la vieille psychanalyse moisie que tu découvres derrière un meuble que tu n'avais pas nettoyé pendant un petit temps là, et c'est pas beau à voir. Donc, quand tu les entends chouiner, honnêtement, moi, ça me hérisse un petit peu le poil. Il faudrait qu'ils se mettent à jour, on est d'accord. Mais ils n'étaient pas du tout contents parce que ils voyaient des propositions qui sortaient de leur domaine, et ça, ils n'aiment pas ça, les psychanalystes. Et alors, en plus, euh, on avait déjà des tonnes et des tonnes et des tonnes de propositions et de raisonnements et de mécanismes d'action sur la psychanalyse et le comportement du trouble borderline et des femmes et des machins. Parce que le psychanalyste ne se contente pas d'analyser, il pense avec le sujet, avec un S majuscule et un P majuscule, il réfléchit, il produit, il euh, écrit le fruit de ses réflexions et n'hésite pas à les partager. Il a le verbe aisé et une certaine aisance de la langue. Euh, ils sont parfois agréables à entendre. Si tu es TDAH, tu souffres, hein. Moi, je souffre vraiment quand je les entends parler. Ils ont une certaine lenteur, je trouve, dans le discours. Il y a une temporalité différente, dirons-nous. Euh, et donc, ils étaient pas trop chauds, hein, pour voir une gonzesse commençait à nous raconter un peu comment ça marchait. Donc, ils ont commencé à mettre des bâtons dans les roues parce que le psychanalyste, mais quand il faut, il sait sortir du divan, il sait sortir du fauteuil et il peut t'emmerder, il n'y a aucun problème. Le psychanalyste a une puissance de nuire considérable. Tu n'as pas envie de te les mettre à dos. Et je salue d'ailleurs la sénatrice là qui a tenté un truc qui n'a pas marché, qui ne marchera jamais. Bref. Euh, donc, ça se met en place. Et petit à petit, Marshalline Anne se rend compte que le comportementalisme ne suffira pas. Tu peux pas dire aux gens et changer juste le comportement des gens comme ça ne marche pas. C'est ce que font souvent les gens sur les réseaux sociaux, tu vois, c'est-à-dire que tu arrives et tu te prends des conseils non sollicités souvent, qui sont pas forcément faux, mais qui ne peuvent pas être intégrés parce que personne intègre les conseils comme ça venus de nulle part. Tu as des gens qui disent, ouais, il faudrait que les médecins puissent prescrire des séances de sport. Mais mon pauvre ami,
Heu, Quand tu dis aux gens de faire du sport, ça marche pas. Quand tu dis aux gens d'arrêter de bouffer du Nutella, en moyenne, ça marche pas. C'est prouvé. Alors, il y a des gens qui en bénéficient, mais en moyenne, ça marche pas. Donc, les conseils comme ça ne suffisent pas. Il y en a qui vont dire: «Oui, mais on pourrait prescrire des séances de sport encadrées, adaptées, machin». C'est autre chose. Mais tu peux pas juste balancer des conseils comme ça, aussi pertinents et réfléchis qu'ils puissent être. Et donc, en fait, elle s'est rendue compte petit à petit que on pouvait intégrer l'autre versant de la DBT, qui est la partie acceptation, et elle s'est rendue compte de ça en allant dans un monastère bouddhiste, si j'ai bien compris. Et en fait, c'est là, la dialectique, c'est ça. C'est, il y a une réponse au problème posé de je peux, je dois changer mon comportement car il n'est pas efficace, et je dois arriver à accepter ce qui m'arrive sans chercher à le changer parce que je ne peux pas le changer. Et donc, les deux choses qui sont d'apparence complètement opposées peuvent coexister. La dialectique, c'est la façon qu'on a de résoudre cette problématique. Alors, c'est peut-être faux, ce que je vous dis, hein, les gens sont souvent très portés sur les mots. Moi, je suis pas expert, je connais pas les différents mots, mais l'idée, c'est ça, c'est que tu peux à la fois euh, trouver que la psychanalyse est pourrie et en même temps trouver qu'il y a des choses indiscutablement pertinentes dans la psychanalyse. Tu peux à la fois avoir besoin de changer ce que tu fais dans cette relation et en même temps accepter radicalement que cette relation ne pourra pas changer. Et ces deux opposés peuvent coexister et tu grandis souvent quand tu arrives à résoudre cette problématique. Et donc la DBT, c'est ça, c'est une philosophie, un mode de vie, j'ai envie de te dire, dans lequel tu peux arriver à trouver la synthèse, la dialectique, là, ce que tu veux, entre des trucs qui sont complètement opposés en apparence. Il y a un truc assez joli dans l'histoire, c'est que le trouble borderline a été mis sur le papier, a été opérationnalisé, je ne sais pas si ça existe, hein, par Otto Kernberg, qui était un psychanalyste. Il a fait la, la transférence focused psychothérapie, donc c'est sur de la psychodynamie. Donc là, on peut chipoter, est-ce que c'est la psychanalyse ou pas? On peut y passer des heures. Toujours est-il que ça marchait. Alors, soit ça marchait, soit les psychanalystes de l'époque étaient tous débiles. Ça, c'est un théorème aussi de certains. Une génération entière de débiles, visiblement. Bref, on a du mal à peu y croire, mais ça, c'est vieux comme le monde, hein, de dire que ceux d'avant, ils étaient cons, ça ne veut pas dire. Et tu peux dire que ceux d'après, ils sont débiles aussi, ça marche. Et du coup, ben, il y avait un souci parce que lui, il avait fait l'article, et donc, c'était nickel chrome, si tu veux. Il a fait son article, c'était utilisé à droite à gauche. Et il y avait une espèce de petite nuisance qui commençait à monter un petit peu en puissance, Marshalline Anne. Et il a fini par la rencontrer. Et là où tous les psychanalystes, euh, alors pas tous évidemment, on est d'accord, cette vidéo n'est pas très débêtée si on va être tout à fait honnête. Là où les psychanalystes étaient contre le principe, et ben lui, il était ouvert à l'opposition. Et donc, il y a un moment où il la rencontre et elle a jamais dit qu'elle avait un trouble borderline. Et en fait, il la chope, il s'en rend compte. C'est le seul à s'en être rendu compte, a priori. C'était un type profondément gentil. Enfin, franchement, si tu veux convaincre quelqu'un que la psychanalyse a des choses pertinentes à aborder, tu t'écoutes Otto Kernberg, ou tu lis son bouquin, et puis ça met d'accord. Franchement, c'est pas besoin de discuter. Et en fait, il la crame, et il la crame, elle parle, et il dit: Marchand, va dans mon bureau. Il lui dit cash, ils arrivent dans le bureau. Alors, est-ce que tu as déjà été hospitalisé en psychiatrie? Paf, il se rend compte qu'elle a les scarifications. Et là, il aurait pu la briser. Il l'avait dans la creux de la main, en fait, parce qu'il suffisait qu'il aille dire aux autres, ben, elle est border. Paf, on allait fouiller les dossiers, ce que tu veux. Hop, c'était fini. Et c'était vraiment son ennemi juré à ce moment-là. Euh, pas pour lui, mais enfin, les deux théories ne sont pas compatibles. La DBT et la psychodynamie focus sur la transférence dérivée de la psychanalyse, c'est juste complètement antinomique, tu vois, ça marche pas. Donc en fait, c'était pas qu'une question de part de marché. Il y avait quelque chose qui l'emmerdait quand même profondément, qui emmerdait les psychanalystes, au-delà de est-ce que ça marche ou pas. Euh, et il l'a pas fait. Il lui a dit: ne dis ça à personne, ne dis jamais ça à personne. Et donc, il lui a donné un conseil qu'elle a suivi. Elle l'a dit à personne.
Et elle a continué son petit bonhomme de chemin. Alors, elle a fait une étude. Au début, ça montrait que la première étude, si j'ai bien compris, montrait que ça diminuait le temps passé à l'hôpital. Donc, ça, c'est bien, mais ça améliorait pas la qualité de vie. Les patients n'étaient pas moins dépressifs, machin. Donc, c'était des patientes au début, clairement. Les assurances étaient plutôt contentes de ça parce que une assurance veut pas que tu traînes à l'hosto, que tu sois dépressif ou pas, ça l'intéresse pas forcément, mais il faut que ce soit bref. Et du coup, on commençait à avoir une alternative brève avec des études parce que bah, la psychodynamie, machin, bah, il n'y avait pas d'études, hein. Le psychanalyste n'aime pas les études randomisées, c'est pas son truc du tout. Il donne pas là-dedans, il fait autre chose, il est dans le sujet avec un grand S. Euh, et donc, hum, c'était aussi alors c'est intensif, hein, la DBT, mais ça a duré quand même moins longtemps que, la thérapie faite en intra pour les patients, borderline. Donc il y avait quand même aussi des enjeux financiers et c'est le moment où les assurances et des considérations financières ont commencé à envahir la psychiatrie. Donc, il y avait quand même plusieurs choses qui se faisaient en même temps. Il y a aussi des 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 considérations, culturelles qui jouent. Je vous le fais pas, je vous le fais en bref. Et donc ça se termine par les psychanalystes qui disent ouais mais en fait là vous faites que améliorer les symptômes mais vous traitez pas le cœur du problème. Alors ça c'est un truc que le psychanalyste aime bien. Ils nous sortent ça depuis aussi longtemps que ça existe, c'est quoi. Il je vais te dire, c'est quand tu entends cette mélodie à l'oreille, elle a quelque chose de rassurant, mais il y a quelques fausses notes aussi, puis surtout, tu la connais bien parce que c'est la même cochonnerie qu'on nous sert depuis des millénaires. Donc tu retrouves des vendeurs de cocktails de Mésopotamie qui disaient: «Là, c'est vraiment la solution par rapport aux autres, là, vous allez au cœur du problème» et donc ça a été un truc qui a été repris et donc si tu écoutes les psychonutritionnistes, machin bidule, bah, tu règles le cœur du problème, tu manques de vitamine 49, donc tu prends ta vitamine et ça tombe bien. J'ai un cocktail là, et la 49, la 48 et toutes celles d'avant, donc c'est quand même pas mal. Donc ils ont dit ça en disant: «Ouais, mais c'est pourri, tu traites pas le cœur des symptômes» et donc elle a refait une étude et ben là, on voit que les gens étaient, moins déprimés, et cetera, parce que, bah, il y avait cet élément d'acceptation qu'il y avait pas avant. Ça a pas convaincu, les psycho les psychanalystes là et donc là, il y a une espèce de petite guerre qui se fait, mais de guerre saine. C'est-à-dire que ça se termine par, Marshalline Anne qui dit, «Bon, ben, heu, ce serait quoi pour vous, la psychanalyse là, qui permettrait de dire que, bah, le cœur de les vrais troubles et pas juste des conséquences sont améliorés. Et du coup, ils se sont mis d'accord. Elle a fait l'étude avec des psychanalystes vénères et des psychothérapeutes DBT et paf, bah, ça marchait aussi, tu vois? Donc elle a mis quand même les choses au clair. Hem, donc les psychanalystes, étaient pas très, très contents quand même là et en fait, Otto Kernberg qui avait, à l'époque, si j'ai bien compris, 70 piges, a fait une étude pour comparer la DBT et la thérapie, enfin, Transference Focus Therapy et il a montré que, bah, sur certains domaines, ça marchait quand même mieux que la DBT donc alors c'était déjà le roi du pétrole, il était déjà connu, il était déjà enfin, je veux dire, il y avait rien à foutre, et ben, il a fait une étude randomisée à 70 piges. Donc Marshalline Anne n'a pas fait que créer la DBT, elle a réussi à faire de l'étude randomisée à de la psychanalyse. Je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est disruptif. C'est un truc de malade. C'est comme si Macron, il faisait un référendum, tu vois? Je veux dire, c'est complètement fou. Heu et donc en fait, de cette espèce de conflit, heu, elle, ça la faisait pousser. Et donc, finalement, ça a terminé par une thérapie qui est manualisée parce qu'elle aimait bien qu'on fasse ce qu'on avait dit qu'on ferait. Et donc, si tu achètes le manuel, bah, tu peux lire ce que les gens lisent et dire ce que les gens disent aux patients. Il n'y a pas trop de place pour l'interprétation de l'arbitre, de l'expert, ce qui est aussi une grosse différence avec la psychanalyse qui est un petit peu plus freestyle, il faut bien le dire. Donc, c'était un avantage aussi.
parce que quand c'est compliqué à transmettre, bah, c'est compliqué à répliquer, hein, et tu sais pas trop qui fait quoi et qu'est-ce qui marche. Donc c'était, à mon avis, une belle histoire parce que Kindberg, il était quand même super classe. Et à la fin, ça s'est terminé par ben, Lin Han qui donne des speeches, etc. Et en fait, elle est retournée dans l'hôpital où elle avait été enfermée pendant plus de 2 ans et elle a fait son discours là-bas et elle a exigé, demandé à ce que tous les patients soient sortis de leur chambre pour qu'ils puissent être présents. Et donc c'est assez beau, tu vois, elle est quand même retournée sur le trauma originel, si on ose dire. Euh, donc je pense que c'est bien parce que c'est quand même un bon rappel que tu peux pas juste supprimer les gens qui sont pas d'accord avec toi. C'est dangereux et tu perds à chaque fois. Je veux dire, tu perds. Si c'est nul, ce que le gars en face, si c'est nul, c'est pas une menace. C'est pas une menace. Si c'est pourri, c'est pourri. Et si c'est pas pourri et qu'il y a des faiblesses dans toi, dans ce que toi t'as dit, eh ben t'en ressors grandi. Mais tu peux pas juste supprimer comme ça les gens qui sont pas d'accord. Donc moi j'avais fait une, euh, une interview avec un pédopsychiatre et il avait dit des choses qui, à mon avis, relevaient du fait. Il avait dit des trucs factuels. Il avait dit, là aujourd'hui, en pédopsychiatrie, on mettrait pas de lithium pour ça. Il l'avait dit, c'était indiscutable, c'était un fait. C'est pas fait, c'est pas compliqué, personne ne le fait. On met pas de lithium aux gamins qu'on suspecte bipolaire. En moyenne, c'est pas fait. C'est vraiment pas compliqué. Et en fait, du coup, il était au milieu et il s'est pris la foudre des universitaires qui n'étaient pas d'accord en disant si de temps en temps on le fait, d'autres qui disaient non on le fait pas, le trouble bipolaire ça n'existe pas chez l'enfant, des confrères psychiatres et des associations de patients, de parents qui disaient oui bah, il faudra mettre du lithium, c'est quoi ce bordel, c'est scandaleux. Donc il s'est pris la foudre. J'ai fini par supprimer la vidéo, c'est la seule fois que j'ai fait ça. Je l'ai fait parce qu'il était là, parce que moi je supprime rien. Euh, et il a sorti un bouquin de pharmaco de 360 pages, là, de pharmaco à destinée de la pédiatrie. Le bouquin, dedans, alors c'est un putain de boulot, je crois qu'il a fait ça gratos, sauf erreur. Donc, c'est le docteur Jean-Baptiste Verlet, je vous invite à prendre le bouquin, je vais le mettre en commentaire. Et je recommande le bouquin, mais je ne l'ai même pas lu. Je l'ai même pas lu. Je vais te dire, je vais être honnête. J'ai lu 3 pages et il y a des trucs avec lesquels je suis pas d'accord. Si ça, c'est pas de la pub. Je t'en prie, Jean-Baptiste, c'est un vrai plaisir. Euh, je vous recommande le bouquin parce que je sais, et il l'a déjà fait, que si demain je lui envoie les études ou le raisonnement qui vont pas dans son sens, il l'intégrera et il n'hésitera pas à mettre on m'a dit que, ou vous trouverez une position différente là. Et c'est ça qui fait que c'est un bon bouquin. Et c'est plus ce raisonnement qui compte que la réponse. Les gens aiment bien la réponse. euh, la fluoxétine est efficace dans, dans la dépression de l'adolescent. Et ils sont pas souvent intéressés par le raisonnement, et c'est une erreur monumentale. Parce que selon ce que tu appelles dépression, réponse, etc., tu n'as pas les mêmes choses. Donc, en fait, il faut que tu apprennes à réfléchir, et tu peux pas juste te contenter de solutions simples comme ça. Les administratifs pensent qu'on peut faire ça. C'est une erreur monumentale, en tout cas en psychiatrie. Et alors, j'arrête après. La DBT, moi, ça me sert tous les jours. Exemple, hier. Donc, moi, je suis en train de faire mon bouquin. Euh, je pensais pas que ça allait être aussi dur, honnêtement. Il va y avoir 350 pages de bouquins, si tu veux. Je suis très fier de ce que j'écris, honnêtement. Je sais pas si ça plaira aux gens, mais je suis très fier. Euh, j'ai- je sais plus du tout où je voulais en être, tu vois. Et si, et du coup, je fais mon bouquin et ça demande un boulot et un temps que je n'ai pas. Et Clara fait tout. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais elle fait tout. Elle s'occupe des gamins, elle sort les chiens, elle fait tout le truc administratif, machin, elle fait tout, hein, elle fait tout. Et moi, je me sens pas très bien à force. Et du coup, avant-hier, là, je me dis, on a les chiottes qui sont bloquées, et du coup, il faut mettre la main dans le réservoir d'eau pour pouvoir tirer la chasse d'eau. Tu mets la main froide dans la chasse d'eau, machin. Alors moi, j'aime pas mettre ça, voilà, j'aime pas ça. La symbolique me plaît pas en plus. Et du coup, je me dis, allez, je vais aider Clara, ça y est, je vais participer.
Je vais gérer les chiottes. Je demande à un pote et il me dit, t'inquiète, je te gère ça. Le pote arrive. On passe 2 heures. Il manque une pièce. Il appelle un autre pote, machin, truc, miche. En fait, c'est mort. La chasse d'eau ne peut pas être remplacée. Il se casse. Les chiottes sont démontées dans le couloir. Il y a, il y a le réservoir. Le réservoir, il y a plein de dépôts dégueulasses dedans. Avant que Clara arrive, je nettoie tout. Ça, elle ne le sait pas, elle l'apprend ici. Je t'en prie, ma chérie. Euh, mais donc, c'est une espèce de scénario apocalyptique, quoi. Donc, Clara arrive et elle a même pas vu le désastre, hein. Je lui dis, les chiottes, c'est géré, mais le type, il vient demain pour finir à 7h30 du mat. Elle me regarde et en gros, elle me dit: «Est-ce que tu te fous de ma gueule?» Et je lui dis, elle me dit: «Ça marche ou pas?» Et je lui dis: «Non, là, elles sont toutes déglinguées, on peut même plus s'en servir». Et là, elle me dit un truc du genre: «Putain, mais c'est pas possible, tu fais rien, je te demande rien et t'es même pas foutu de rester comme ça, tu me fous du boulot en plus. Qu'est-ce que c'est que ce bordel?» Et là, je la regarde et je me dis: «Quelle connasse!» Mais je le dis pas parce que j'ai un self-control majeur. Et donc je lui dis: «T'es vraiment une morue de me parler comme ça, c'est pas normal». OK? Et là, elle me dit: «OK, non mais laisse tomber, j'ai pas rien à dire». Et là, je m'en vais, je donne à manger au chien, je vous le dis tel que ça s'est passé. Je caresse le chien, ça me détend et je reviens et là, je suis frappé par la DBT, en vrai. Je lui dis: «Ça va?» parce que moi je fais ça quand on s'engueule. Elle est vénère et tout, je reviens, je fais: «Ça va?» Tu sais genre: «Ah bah oui, tiens». Vu que tu le demandes, ah, ça lui fait péter un câble, hein, tu sais ça. Ça, du coup, elle lève les yeux au ciel. Du coup, moi, ça m'énerve. Oh là là, je lui demande si ça va. Elle lève les yeux au ciel, la saloperie. Enfin, bref, je dis- bref. Donc, elle valide tout ce qui est dit, hein, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'elle est dans la cave et qu'elle peut pas entendre, mais tout est authentifié. Et donc là, je lui dis, ça va. Elle me fait, bah non, ça va pas. Et je suis là, bah oui, hein. Et là, frappé par la DBT. Je te jure. Et là, j'ai décrit les faits et j'ai juste refait l'histoire. Vrai ou pas? J'ai juste refait l'histoire. Fait, mais c'est normal que tu sois vénère parce que franchement, là-haut, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Il y a les chiottes déglinguées. Et je saurais même pas les remettre dans le même sens. T'imagines? Et t'aurais pu foutre tout ça dans un coin, bordel. Là, il y a vraiment les chiottes en pièces détachées, putain. Et du coup, je lui dis, mais moi, ce qui s'est passé, c'est que je me suis senti trop coupable. Je suis arrivé, j'ai dit à Maxime, il m'a dit, alors, comment ça se passe, le bouquin? Et quand il me demande ça, chaque fois, je me dis, putain, il me pose des questions sur moi, je lui pose pas des questions sur lui, c'est pas possible. Il va falloir que je fasse ça après, parce que je fais le bouquin, ça fait 3 mois que je suis là-dessus, et je lui parle à peine de ses histoires et tout, enfin, c'est pas possible, c'est pourri. Ah putain, et après, il me dit, et Clara, comment elle va? Là, je me dis, putain, c'est pas possible, elle doit pas aller bien. Et là, je dis, bah, franchement, c'est la merde, elle fait tout, et puis tout est compliqué, il faut mettre la main dans la chasse d'eau pour... et la main dans l'eau froide, et il me dit, oh, la main dans l'eau froide, mais c'est dégueulasse, c'est pas possible, je vais te gérer ça, et je fais, oh putain, c'est trop une... Et hop, ça commence comme ça, et puis en fait, il fallait, parce que moi, je sais pas comment marche une chasse d'eau, je sais pas comment marche. Moi, si tu me demandes de changer une ampoule, je sais pas changer une ampoule, je suis empoté de ouf. Et du coup, j'ai dû faire une vidéo, une photo de la chasse d'eau. Il est parti à Leroy Merlin pour acheter la chasse d'eau. Et en fait, il est revenu et ça marchait pas et machin. Et moi, j'ai passé, de faire mon bouquin, j'ai passé 2 heures sur cette fucking chasse d'eau de merde. Et j'étais trop content que ça marche. Mais en fait, c'est trop gros dans l'idée. Et en fait, le type, il devait venir dès qu'il pouvait. Et moi, je me suis dit, comme ça, on fait venir le plus tôt possible. Et en fait, le type est venu le lendemain. Il n'avait pas le matos. Il est resté 1 heure. À ce moment même, là, les chiottes sont encore déglinguées. Et il y avait un autre truc à faire de plomberie et j'ai oublié de le dire. C'est ni fait ni à faire, c'est une catastrophe. Et du coup, j'ai dit à Clara, j'ai fait, mais donc, il est indiscutable que c'est le bordel en haut. C'est le bordel. Tu vois, en bas, tu marches sur les Legos qui sont pas rangés. En haut, tu marches sur les bouts de chiottes. C'est pas possible. Mais c'est pas le bordel parce que j'en avais rien à foutre. C'est le bordel parce que je suis complètement empoté et qu'on n'a pas eu de bol et que je me suis dit de nulle part que j'allais me mettre à faire des trucs et que j'ai foiré. Donc, je comprends que tu sois vénère, mais il faut que tu comprennes aussi que je suis déçu. Et je te jure, c'est comme dans les films où tu coupes le fil là, juste avant que la bombe pète, tac, et paf, c'est descendu. Et elle m'a dit, bon, maintenant, tu fais à bouffer. Merde. C'est beau comme fin. Non, c'est elle qui fait à bouffer. Alors, c'est pas elle qui fait à bouffer parce que j'estime que c'est la femme qui doit tout faire. C'est elle qui fait à bouffer parce que quand je le fais, j'arrive même pas à cuire un steak à la bonne température. Qu'est-ce que je te dise? Donc, je nettoie les chiottes à la place. Donc, voilà, c'est un exemple de DBT.
Et du coup, moi, je suis stable, je prends mes médocs, mais le couple n'est plus une situation de stress chronique. Quand il y a des trucs, on arrive à désamorcer. J'ai commencé par lui apprendre, avec plus ou moins de succès. Clara l'a aussi fait de son côté. Et aujourd'hui, ben, ça a un peu, moi je trouve, modifié la façon dont on s'engueule et finalement la façon dont on est au quotidien. Parce que moi, honnêtement, ce que je fais par exemple sur les réseaux sociaux, je balance une bombe et après je regarde les gens et je fais ah, ils sont pas débêtés, eux. Euh, donc ça, c'est mon truc à moi. Mais l'idée, c'est que cette histoire me parle. L'histoire de Lynn Anne me parle. Alors moi, je suis loin d'avoir son impact, hein, mais quand les Gus de la Sécu disent, bah, Michael Sikorav, il est fou, en fait, il est dangereux. En fait, ils se sont un peu foirés parce que c'est le genre de truc qui, moi aussi, me motive. Et donc voilà, c'est la fin de l'histoire. On arrive pile poil à 30 minutes. Je mettrai le bouquin en commentaire, le mien et le bouquin du docteur Verlet. Euh, Ça vaut le coup de le lire. En vrai, j'ai quand même relu des trucs et je pense que c'est toujours intéressant. Je pense que c'est intéressant. On en sort avec plus de doutes que de certitude et c'est la marque d'un beau bouquin, à mon avis. Est-ce que j'ai des trucs à rajouter, Rupertus? Non. Eh ben, bon courage à tous. Et si à Angers, tu me croiras pas, à Angers, c'est tellement la merde aux urgences psychiatriques qu'il y a un patient qui a attendu 17 jours avant de trouver une place. Il manque 50 lits par jour, c'est ça? 50, 50 lits par semaine en psychiatrie. Les types font grève. Euh, et donc, moi, honnêtement, je suis triste pour les patients, mais je pense que on est à l'aube d'un changement là, parce que les masques vont tomber petit à petit, c'est géré n'importe comment, et j'ai hâte qu'on recommence le système en mettant un petit peu plus de comportementalisme là-dedans, parce que là, il y a une vraie différence, tu vois. Moi, je fais un truc qui est pas dans les normes, je me tape la bureaucratie en pleine gueule, dans des délais très brefs. La bureaucratie fait n'importe quoi, et ça reste sans conséquence. Et ça, c'est pas bon du tout et ça va être bien quand ça va changer. Et bon courage et à plus tard.